Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Magmatera, consacré aujourd'hui au zéro déchet. Et on va tout de suite commencer par se présenter. Alors moi c'est Vincent et j'adore le chocolat noir. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Moi c'est Guillaume, voilà. Que dire à part que je suis très content d'être ici pour participer à cette première émission. Voilà. Moi vous m'entendrez parler un petit peu. J'ai commencé le zéro déchet il y a 1 an. Et alors je ne suis pas zéro déchet mais je tente pour le devenir. Voilà. Je passe la parole à Marion. Bonjour à tous. Marion, je suis la femme de Guillaume et du coup donc ça fait pareil 1 an forcément puisque comme on vit ensemble, on arrive souvent à ces conclusions à deux. En fait, on a commencé à tendre un petit peu vers le zéro déchet à partir du moment où on a fait notre voyage de noces en Amérique du Sud. Et en fait où on a eu envie de se dire que la nature était magnifique, on avait envie de la préserver. Et on s'est dit qu'il y avait malheureusement beaucoup de déchets un peu partout autour de nous et qu'avec des petites solutions simples, on pouvait arriver à faire changer les choses. Donc voilà, on a commencé comme ça et puis on essaye jour après jour, quotidiennement, de tendre vers le mieux en n'étant pas parfait et voilà, en se trompant parfois et c'est très bien aussi. Bonjour à tous, je m'appelle Maude, je suis très intéressée par tous les sujets liés à l'environnement, au zéro déchet, au minimalisme, vivre plus simplement et mieux pour tout le monde. Il y a plein de thèmes qui m'intéressent, qui vont être abordés au cours du podcast, dont on détaillera un peu peut-être le sujet ou le thème plus tard. Et on a commencé le zéro déchet avec Vincent, je pense il y a 5 ans quasiment, donc on a commencé à s'intéresser à ça. Et on est hyper content qu'il y ait plein d'initiatives maintenant qui se développent et qui nous permettent d'être meilleurs et que ce soit plus facile et voilà. Super. Et avec nous, en première invitée, Rosen. Bonjour Rosen. Bonjour. Donc moi je suis Rosen et je tiens une épicerie en vrac dans le 15e depuis maintenant 2 ans et ça fait on va dire 4-5 ans que je suis dans une démarche et volontairement je vais insister sur un mot qui est une démarche presque zéro déchet. C'est un terme que j'aime bien qui vient de Jérémy Pinchon qui a écrit La famille presque zéro déchet et je pense que c'est vraiment important de se dire on fait chacun comme on peut. Voilà, donc je suis ravie d'être là. Merci à tous de m'avoir invité en tout cas. Merci. Oui, bienvenue. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas du tout parlé du principe du podcast en fait. Donc je vais le faire maintenant et donc le principe c'est de parler des initiatives qui font du bien à notre terre et à ses habitants. Voilà. D'où le nom Magmatera. D'où le nom Magmatera. C'est pas seulement écologique. Que vous avez trouvé, Marion et Guillaume. C'est pas seulement à but écologique. Enfin, c'est aussi pouvoir parler éventuellement dans l'avenir de projets également humanitaires ou même artistiques. Voilà, c'est pas. C'est ce qui fait du bien à tout le monde et aujourd'hui à la nature. Exactement, super. Et comme vous vous en doutez, on est subventionné par Total. Alors non, pas du tout. On n'est pas du tout subventionné par Total. Vous l'imaginez. Pour le coup, d'ailleurs à ce propos, on lance un Tipeee, donc un système de participation pour encourager l'émission. Donc n'hésitez pas, vous retrouverez tout ça dans les commentaires ou à la suite de la présentation sur les réseaux sociaux. Voilà, et puis bien sûr, n'hésitez pas à nous encourager en mettant des petits commentaires sympas, des petites étoiles sur iTunes, et puis en parler sur Facebook, et n'hésitez pas aussi à aller visiter notre site internet magmatelier.com. On verra si au début, à la fin, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous en pensez ? Carrément. Yes. Ok. Et alors, pour préciser, c'est vrai que Rosen, vous tenez une boutique. Tu tiens une boutique de vrac à Paris. Donc c'est à Paris dans le 15e, parce qu'on va parler dans le 15e. Peut-être qu'il y a des gens de l'autre bout de la Terre qui ne savent pas ce que c'est le 15e. C'est vrai, Paris 15e. Et du coup, un peu la première question, c'est quel a été un peu votre parcours, comment vous en êtes arrivé, comment tu en es arrivé à tenir une boutique de vrac ?
Je vais faire simple parce que ma vie va être longue, sinon j'ai pas 20 ans. Donc, en fait, je suis issue d'une famille de 6 enfants. Et chez moi, on m'a appris en fait à faire attention aux autres. On m'a appris des belles valeurs. Et je remercierai jamais autant mes parents aujourd'hui. Je m'en rendais peut-être pas compte quand j'étais jeune, mais en tout cas aujourd'hui je m'en rends compte. On m'a appris aussi à faire attention au gaspillage alimentaire. Parce que quand on est 6, on fait attention. On n'avait pas forcément beaucoup de... Enfin, mes parents gagnaient bien leur vie, mais on faisait attention à ça. Donc ça, c'est mon histoire personnelle. Et puis, j'ai travaillé pendant 25 ans dans le conseil en marketing et communication. Un monde bien éloigné du zéro déchet, puisque j'accompagnais les grands distributeurs, les grands industriels... dans une démarche en fait de surconsommation. J'ai essayé de travailler sur les programmes de FIT, sur les stratégies d'implantation de McDo, enfin, vous voyez les trucs super vachement bien, ou comment on fait pour mettre en valeur un supermarché, un hypermarché en mettant le plus de merch. Intellectuellement passionnant. J'ai eu une carrière professionnelle extraordinaire, j'ai rencontré des gens super, etc. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, c'est vraiment en décalage avec ma vie personnelle, ma vie familiale. J'ai 3 enfants, un mari. J'ai toujours fait plein de choses moi-même. J'ai toujours fait mes confitures, mes conserves, mes yaourts, mon pain, mes machins et tout. Et à un moment donné, voilà, le grand écart était trop important. Je me suis dit... j'ai encore quelques années à me faire plaisir parce qu'il faut que je travaille quand même encore un peu. J'ai 3 enfants et j'ai envie de me faire plaisir pendant encore une dizaine d'années. Donc me faire plaisir avec les grands distributeurs, ça m'intéresse plus. Donc voilà, je me suis lancée en fait et en parallèle, j'étais dans cette démarche de réduction de déchets. J'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de personnes, notamment en fait les gens de l'association Zero Waste, auquel j'ai aussi rencontré Didier Onreta, qui est le fondateur de la franchise Day by Day, un homme qui a des vraies valeurs humaines. Avant d'avoir des valeurs écolo, il a en tout cas des vraies valeurs humaines, et pour moi c'était essentiel. Le respect des uns et des autres dans un monde du travail aujourd'hui, c'est pas évident. Et puis je suis devenue aussi cliente de Day by Day Versailles. Ça c'est on verra peut-être après, mais c'est un des paradoxes du zéro déchet, c'est que quand on commence à être dans cette démarche, on est prise d'une frénésie de vouloir faire tout en zéro déchet, et donc on va faire quelques kilomètres en voiture pour aller faire ses courses sans déchets, mais bon. Et voilà, et de fil en aiguille, je me suis dit c'est ça. Et puis après j'ai eu un dernier déclic qui m'a vraiment motivée à lancer cette épicerie. J'ai vu Alice, qui a la même épicerie en fait à Roubaix, qui avait un peu le même parcours que moi, qui avait la même voiture que moi, qui avait des enfants comme moi, et je me suis dit mais c'est moi ça, il faut que je fasse ça. Je la voyais tellement heureuse, et je l'ai appelée et on a tellement parlé ensemble, je me suis dit il faut que j'y aille, et je me suis lancée dans cette aventure de l'épicerie en vrac. Génial. Super. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez. Oui, donc comme tu disais, du coup, l'influence de ta famille, de ton éducation a été quand même assez importante dans ton parcours, en tout cas, par rapport à tes valeurs, etc. Comment est-ce que tu as découvert le zéro déchet, alors qu'à la base, tu avais peut-être des valeurs qui étaient de partage et d'écologie, peut-être très jeune, mais au final, le zéro déchet, c'était il y a 4-5 ans, c'est ça, que tu as commencé à prendre conscience de ça, d'un point de vue personnel, et d'où c'est venu, comment c'est arrivé dans ta vie, c'est arrivé un peu, je pense, par hasard, en fait. Parce que j'étais dans une démarche où, finalement, j'essayais de voir autre chose. Dans un tout autre domaine, je me suis lancée dans la méditation, dans le tai chi, dans le bien-être, en fait. Dans le bien-être. Et quand on commence à être dans cette démarche-là et qu'on commence à surfer sur Internet, on creuse. Et je suis tombée sur Bea Johnson. Je crois qu'en fait, c'est le déclic, en fait. J'ai acheté son livre... Et je l'ai dévoré et je me suis dit oh ouais, voilà. Et c'est comme ça, enfin c'est venu un peu naturellement. Mais mes valeurs au fond de moi-même, je pense effectivement que ce qu'on m'a appris a forcément influé en fait ma manière d'être, et ma manière d'être aujourd'hui, et ma manière d'être aujourd'hui avec mes enfants, parce que je pense qu'on a en tant que parents
mais d'ailleurs en tant qu'adulte, on a un rôle important à jouer avec les gens qui sont autour de nous. Et du coup, quand tu as commencé à avoir cette démarche-là, justement, de réfléchir un petit peu à la façon dont tu consommes, la façon dont tu manges, la façon, voilà, de qu'est-ce que tu achètes, comment, etc. Comment ton entourage a réagi, ton mari, tes enfants, etc. Est-ce que ça a été facile de les faire rentrer eux aussi dans cette démarche-là? Globalement, oui. Mon mari, très vite, a complètement adhéré à cette démarche, lui-même étant issu d'une famille nombreuse, blablabla. On avait, je pense, on est mariés depuis 25 ans, donc on a quand même aussi des points communs. Bien sûr. Après, avec les enfants, il y a des choses qui sont très simples, puis il y a des choses qui sont plus compliquées, surtout quand on a des grands ados, c'est l'âge pas forcément facile. L'influence en fait de la société de consommation dans laquelle on vit sur nos enfants, de dire à ma fille non, on n'achètera pas ça parce que ça n'a aucun intérêt. Au début, ça a été assez voilà, il a fallu expliquer les choses, pourquoi je voulais faire ça, etc. Et puis aujourd'hui, c'est naturel pour eux, donc c'est plus compliqué, je trouve, avec mon cercle d'amis qui ont mon âge. C'est bien, vous ne me voyez pas, donc vous n'imaginez pas mon âge, sauf si ma voix... Mais voilà, ma fille a 25 ans, ma fille aînée, donc vous allez calculer tout seul. Donc mes amis qui ont à peu près mon âge, effectivement, je pense qu'ils ont plus de mal à aller dans cette démarche. Aujourd'hui, ils sont très... ça me fait plaisir. Ils sont assez admiratifs, en fait, de la manière dont on vit aujourd'hui, du tournant en fait que j'ai pris, parce que j'ai quand même radicalement changé d'activité professionnelle. Hein. C'est pas rien. Courageux. Ouais, mais c'était nécessaire, donc il fallait bien ça. Mais ouais, les amis sont pas forcément eux dans cette démarche-là. Mais je ne désespère pas de les convertir. Oui, peut-être pas les convertir, mais en tout cas de leur montrer qu'il y a certaines choses qui font tellement de bien. Voilà, ça fait tellement du bien. Et surtout que, c'est ce qu'on va voir aussi dans l'émission et puis dans les prochaines émissions aussi, c'est que finalement c'est des toutes petites choses. On a l'impression que c'est très compliqué de faire les courses en essayant de faire attention à ce qu'on consomme, etc. D'aller dans des épiceries un peu plus particulières, un peu plus de retourner chez les petits commerçants plutôt que d'aller dans les hypermarchés immenses, etc. Que c'est compliqué. Mais en fait, c'est des petites choses qui, mis bout à bout, en fait, on arrive à avoir une meilleure qualité de vie et avoir des sacs finalement à vrac dans son sac à main, c'est pas finalement hyper compliqué. Et de dire non à un sac plastique quand on arrive en caisse parce qu'on a juste un produit, c'est pas compliqué non plus. Donc c'est des petites choses comme ça qu'on peut arriver à faire, et c'est ce que justement Bea Johnson explique très bien dans son livre, c'est l'histoire des 5 R. Qui est la phrase culte. C'est quoi les 5 R? Est-ce que tout le monde les sait? Ah non, absolument pas. Non, c'est bien parce que les 5 R, c'est une règle. Moi, en tout cas, personnellement, depuis que j'ai commencé, je me les remémore souvent. Et en couple, souvent, on se les redit. C'est des petits tacles. C'est que si un jour, par exemple, le premier R, si je me trompe pas, c'est refusé, ou si c'est pas le premier, c'en est un capital. C'est un truc qu'on se rappelle souvent à deux. C'est ah bah oui, mais là t'aurais dû refuser et tu l'as pas fait. Donc refuser, ça signifie refuser déjà le plastique, mais aussi tout ce qu'on peut vous donner de superflu et qui va finir à la poubelle quoi qu'il arrive, et qui aura peu de chances d'être réutilisé. Le sachet baguette, typiquement, qu'on va garder 3 minutes dans la main pour faire 3 mètres en sortant de la boulangerie pour aller jusque chez soi. C'est ça. Cela dit, il peut avoir une deuxième vie, et c'est le deuxième R. C'est réutiliser. Du coup, l'intérêt de réutiliser, on le connaît tous, c'est que on donne une deuxième vie à quelque chose qu'on aurait pu jeter. Mais on peut jeter certaines choses, et là, ça nous amène au troisième R, qui est recycler. Vous m'arrêtez si j'en oublie un. T'inquiète, je surveille. Du coup, recycler, il y a certains déchets qui sont recyclables.
certains plus ou moins, le plastique a priori étant celui qui est le moins recyclable. Ça dépend des plastiques, mais pour la grande majorité d'entre eux, ils ne le sont pas du tout, et pour ceux qui le sont, ils sont recyclables une seule fois, donc on a simplement deux cycles d'utilisation. Et du coup, quand on peut pas recycler, ah oui, j'en ai oublié, hein. J'ai oublié réduire. Alors réduire, je suis pas inspiré. C'est peut-être Maud qui va nous aiguiller peut-être un peu plus, qui est un peu plus minimaliste. Oui, bah c'est en effet un peu le courant minimalisme, c'est de réduire ses besoins, ses achats, de se rendre compte qu'en fait tout ce qu'on achète, on n'en a pas vraiment besoin, de consommer plus simplement, et donc ça, c'est un peu la démarche du premier R à ce niveau-là. Enfin, c'est comme ça que moi je le vois. Alors refuser, pour moi c'est plus on te donne un échantillon, on te donne un sac, on te donne une paille, ça c'est refuser. On reviendra sur la paille qui est un vrai sujet pour moi. Alors que réduire, c'est plus c'est juste moins consommer de plein de choses dont on n'a pas besoin, de revenir à l'essentiel, de nourriture saine, on n'a pas besoin d'avoir 50 crèmes hydratantes pour vivre bien, on n'a pas besoin d'avoir 50 paires de chaussures non plus. C'est plus comme ça que je le vois, mais peut-être que tu as un avis sur, complètement, c'est ça. Sur la question. Mais du coup, il y a le 5e, que moi j'ai complètement oublié. Qui est en fait composté, alors si, c'est ça je crois. Donc c'est pas un R, mais... peut-être qu'en anglais c'est un R en fait, c'est pour ça, non? C'est peut-être parce ça. elle vient de... Enfin, elle a écrit elle est française, Johnson, mais... c'est ça. Donc composter, c'est pour les déchets évidemment qui sont compostables. Et ça a un avantage monstrueux, c'est que c'est le retour au tout début de la vie, un déchet qui peut donner la vie derrière en fait finalement. Donc c'est pour ça que quand on peut composter quelque chose, c'est aussi très bien. Maintenant, si on n'a pas eu à le composter parce qu'on l'a pas produit le déchet, c'est aussi bien, mais pour certaines choses comme les aliments, on peut pas faire autrement. C'est un peu pas le cheval de bataille, mais c'est un petit peu tout ce qu'explique, je trouve, Bea Johnson et tout le mouvement zéro déchet. C'est que on nous a beaucoup parlé du recyclage, que c'était quelque chose qui était très important de recycler. Je pense que la majorité des gens autour de nous ont compris ça, et même les gens qui sont pas très intéressés par l'écologie le font un peu par réflexe, parce que y a une poubelle jaune et que c'est assez simple à faire, sauf certains petits produits qui sont compliqués à gérer. Mais la première chose à savoir dans le zéro déchet, c'est que c'est pas de recycler, c'est de pas produire ce déchet en fait. Et c'est quand même une conception qu'on n'a pas trop autour de nous, enfin qui est pas très spontanée autour de nous, quoi. On se dit c'est du carton, c'est pas très grave, ça se recycle facilement. C'est pas un vrai sujet, alors qu'en fait si, ça reste un sujet. Mais c'est pas parce que c'est pas du plastique que on utilise quand même des ressources de la planète pour faire quelque chose. Enfin, tu parlais du papier pour la baguette, c'est du papier qu'on va utiliser 15 secondes dans notre vie. Et qu'il a fallu produire. Et voilà. Qui a consommé de l'eau, des personnes, des machines. Mais après, c'est vrai que moins on produira de déchets en amont, moins on aura d'impact en fait sur la planète. Après, ça peut être aussi pour certains dans une démarche finalement. La première étape, c'est de dire je vais chercher à réduire, et donc je vais volontairement ou involontairement, mais en tout cas augmenter ma poubelle de recyclage. Et après, la deuxième étape, en tout cas moi c'est comme ça effectivement que j'ai été amenée à avancer. Je me suis rendu compte que j'avais quasiment plus de poubelles. Je pense que le compost est un vrai sujet, en tout cas en région parisienne ou dans les grandes villes, ça va être un vrai sujet, et on pourra y revenir. Et du coup, ma poubelle, c'était ma poubelle de produits recyclés, et je me suis dit, ça va plus, ça. Elle déborde. Donc, une fois qu'on a pris quelques bonnes manières, finalement, les deux poubelles vont largement diminuer. Mais c'est vrai que la facilité, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de poubelles différentes, et on s'aperçoit qu'il y en a qui ont bonne conscience parce qu'effectivement, ils ont mis presque dans la bonne poubelle, mais finalement, c'est pas encore le vrai sujet.
Et nous, c'est le cas par exemple sur les bocaux en verre. On continue à beaucoup consommer de bocaux en verre parce que on se dit que c'est mieux que du plastique et que c'est pas mal. Sauf qu'en fait, c'est très très énergivore les bocaux en verre, et donc c'est un autre sujet. Donc on peut le faire que par étapes parce que c'est pas facile de tout faire d'un coup. Donc c'est pour ça que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les gens qui disent c'est tout ou rien quand on parlait des réseaux sociaux et de beaucoup de critiques qu'on peut avoir par exemple parce qu'on n'est pas parfait. Bah oui, mais c'est un chemin qui est long et chacun commence par là où il peut, là où il veut. Comme tu disais tout à l'heure, tu as commencé par méditer, etc. C'est souvent, on rentre dans ce mode de vie un peu sain par soit un bien-être personnel, soit un sujet lié à l'environnement, etc. Après, on devient potentiellement végétarien, minimaliste, etc. Enfin, tout ça, c'est un peu boule de neige, mais il faut y aller en douceur, quoi. Et c'est pas hyper évident. Surtout, ce qui est très très important, c'est de se rendre compte aussi que personne n'est parfait et que quand on dit on est zéro déchet, comme tu disais tout à l'heure, Rosen, c'est que c'est très compliqué d'arriver à produire zéro déchet, ne serait-ce que parce qu'on ne maîtrise pas aussi les imprévus, l'extérieur, c'est-à-dire les personnes qu'on va inviter chez nous et qui vont ramener un paquet de chips, parce que voilà, c'est plein de petites choses qui sont pas évidentes à mesurer et à quantifier. Maintenant, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on essaie de faire ce qu'on peut au mieux, et puis voilà, et arriver à être aussi indulgent avec soi-même, et voilà, on essaye de faire. Je sais pas si vous avez eu, parce qu'au début, quand on a commencé le zéro déchet, où on était très motivé, et du coup, là où moi j'étais très motivé, c'était à Bordeaux, parce qu'il y avait une boutique qui est parmi une des premières, je crois, en France, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle La Recharge, et où on trouvait tout, pour le coup, en vrac, hein, même jusqu'aux produits frais. Et du coup, moi j'étais passé un petit peu dans un côté un peu extrême, où du coup j'en étais à juger les gens qui arrivaient avec un paquet de chips, justement, tu vois, et je me suis dit non mais attends, c'est pas du tout, faut pas y aller comme ça, quoi, parce que sinon en plus les gens ils vont te traiter de taré, quoi. Et c'est dur quand on est à fond dans ce truc là, de voir autrement autour de nous, quoi, en fait. Je sais pas comment, quand vous avez démarré tout ça, comment vous aviez vu, parce que vous étiez très motivé aussi, enfin comme nous, je pense, hein, oui, et vous... déjà la première fois qu'on est allé chez Rosen, parce qu'on est client de chez Rosen, c'est là où on a quasiment fait la plus grosse course, probablement, parce qu'on voulait avoir plein de commencer, en fait, et du coup avoir le plus possible remplir de les choses placards. en Souvent vrac. c'est après un déménagement et maintenant pour revenir sur cette idée du regard des autres, en fait c'est hyper important de rester sain d'esprit, et c'est ce que dit Bea Johnson, parce qu'elle décrit même dans son livre, elle explique qu'à des moments elle est devenue extrême elle-même sur certaines choses, dont on passera les détails, mais du coup ce qui est intéressant aussi, c'est pour soi, c'est que le jour où on fait un écart, il faut aussi alors faut s'en rendre compte, mais c'est sain aussi de pas s'en vouloir, parce que il faut se fouetter. Tout ce qu'on n'a pas, voilà, tout ce qu'on n'a pas jeté avant, c'est toujours ça de gagner. Maud, tu me le redisais il y a pas longtemps, et donc c'est aussi voilà, c'est étape par étape, et il faut pas ni se reprocher quelques achats de temps en temps à côté. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, au final, tout ce que tu as fait entre temps, c'est pas, tu compenses pas, en fait. Dans tous les cas, ce que tu as fait, c'est déjà un gain pour la planète, dans tous les cas. Et c'est vrai que souvent, les personnes qu'on interviewe et qu'on questionne par rapport au zéro déchet, par exemple, là, je pense à la famille zéro déchet, donc avec Jérémy Pinchon, ils arrivent en disant, dans ce petit bocal de verre de pot de confiture, c'est les déchets d'une famille de 4 pendant 1 an. Et on se dit, waouh, c'est quand même hyper impressionnant. Mais ils sont pas arrivés là en 10 minutes, en fait. Ils expliquaient, notamment dans leur livre, que ils ont commencé en disant, on va vider à fond toute la benne à ordures de notre poubelle de la semaine, et on va essayer de voir finalement qu'est-ce qu'il y a dans cette poubelle, et comment est-ce que je peux faire pour que ce déchet-là, la semaine prochaine, je ne le retrouve pas. Et donc ça part du coton-tige, ça part du paquet de chips, ça part de plein de petites choses comme ça, où on se dit tiens, la semaine prochaine, ce produit-là, il sera pas dans ma poubelle. Et je pense que c'est bien de se dire on va essayer petit à petit d'améliorer. Et nous, avec Guillaume, justement, quand on n'était absolument pas zéro déchet, on devait descendre, je sais pas, une poubelle tous les 2 jours. Maintenant on en est à une poubelle par mois, et du coup c'est vrai que ça fait plaisir aussi de se dire que c'est des choses que petit à petit, en arrivant à changer des petites choses du quotidien qui sont pas forcément des choses compliquées, on arrive à des résultats qui sont hyper encourageants.
Du coup, j'avais une question, Rosen. Du coup, par rapport à ta clientèle, justement, parce que là, on voit qu'on a autour de cette table tous des expériences un peu différentes, qu'on jette probablement pas le même nombre de déchets tous les uns les autres, mais parce qu'on n'est pas tous au même état d'avancement. Toi, dans ta clientèle, tu vois beaucoup de... Enfin, j'imagine que tu discutes un peu, il y a certaines personnes pour qui tu n'as aucune information, mais tu as le sentiment que c'est beaucoup de gens qui sont dans une démarche juste sur ce qu'il y a, par exemple, chez toi. Ils achètent que en vrac quand c'est dans ta boutique, ou ils sont totalement zéro déchet. T'arrives à estimer à peu près la part de... J'ai du mal à quantifier, en fait, vraiment. Mais ouais, non, je saurais pas dire combien par rapport à. Je sais juste identifier finalement les types de clientèle qui viennent au magasin. J'ai les vrais. Ceux qui sont dans une démarche zéro déchet, ou en tout cas qui veulent tendre vers une démarche zéro déchet, qui arrivent complètement équipés et qui vont faire des efforts finalement. Parce que aussi c'est facile, mais c'est pas si facile que ça. De temps en temps, ça demande de faire des efforts sur certaines choses. Donc ils vont venir acheter dans mon magasin, ils vont acheter le reste de tout ce qui est produits frais dans les magasins ou sur les marchés en vrac avec leurs contenants. Donc ça, voilà, ça c'est très identifié. C'est principalement les jeunes et un peu moins jeunes, mais ça reste quand même la population jeune qui est dans cette démarche-là. Après, on a une autre tranche de clientèle qui est... je découvre ça par hasard. Je suis passée là, la boutique était belle, je suis rentrée. Rosanne est sympa, pas toujours, mais en tout cas j'essaye. Je leur explique. Et là, je vais prendre juste un petit point qui est assez différent, qui est complémentaire pour moi. Je ne suis pas que dans le zéro déchet. C'est important, mais je suis aussi dans la réduction du gaspillage alimentaire, parce que je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui par rapport à notre planète. Donc je leur explique ça. Et progressivement, je vais les voir revenir avec leurs sacs. Ils vont juste revenir et réutiliser leurs sacs. Alors je pense que progressivement, ça va gamberger dans leur tête et ça va cheminer. Et puis voilà. Et puis après j'ai ceux qui viennent et ils viennent depuis 2 ans et ils viennent toujours avec la même motivation. L'épicerie est sympa et les produits sont de qualité, mais ils prennent toujours autant de sacs. Bon. Ça viendra. Je suis pas sûre que ça vienne sur cette tranche de population. Et là, je vais avoir tous les âges. C'est pas réservé à une catégorie. Hein. Il n'y a pas d'âge et il n'y a pas de CSP. Enfin, c'est un terme. Voilà. C'est des gens, ils pensent pas. Et je suis pas certaine qu'ils auront le déclic un jour. Bon, c'est pas grave. Moi, l'objectif, c'est d'essayer d'accompagner les gens et de leur expliquer qu'est-ce que ça peut leur apporter. Et qu'est-ce que ça peut nous apporter à tous d'être dans une démarche un petit peu différente. Complètement. Parce que c'est une organisation en fait. Oui, quand même. Oui. Hein, voilà. Donc peut-être on peut peut-être expliquer rapidement le concept en fait de ce magasin en fait de Day by Day, parce qu'il y en a sûrement qui ne connaissent pas. Donc quel est le concept, quel est le but en fait, pourquoi aller plutôt finalement faire ses courses au Day by Day plutôt que chez Leclerc. Et je rajoute une question, comme ça en fera 2 d'un coup. Ouais. Comment ça fonctionne pour ce que nous ne voyons pas, nous, clients chez Day by Day? J'ai déjà la réponse parce que je crois que je t'avais posé la question il y a un moment. Ouais. Mais comment arrivent les produits, toi, chez toi, justement en termes de déchets aussi, comment gère Day by Day les déchets de son côté? Alors, je vais répondre aux questions en même temps. Le concept du magasin, c'est acheter la quantité dont on a besoin sans emballage imposé. Donc ça, c'est le principe. Pour répondre à 2 objectifs. 1, la réduction du gaspillage alimentaire, et 2, la réduction des déchets. Donc pour ce faire, on peut venir avec ses propres contenants, que ce soit des bocaux, des boîtes, des sacs, peu importe. On les pèse au préalable pour faire la tare, et ensuite après on va déduire le poids du contenant. Tout simplement parce qu'on ne mange pas le bocal, donc il n'y a aucune raison qu'on le paye.
Si jamais on n'a pas en fait ses propres contenants dans le magasin, il y a toujours soit des bocaux qui sont mis à disposition gratuitement, c'est de la réutilisation. Quand on a des bocaux en plus, on peut les déposer au magasin. Moi, je les lave, je les pèse et je les mets à disposition gratuitement. Et puis il y a des sachets papier parce qu'il faut inciter les gens à... Voilà, c'est dans la démarche de dire mais la prochaine fois vous reviendrez avec vos contenants. Donc ça c'est le principe et le concept. Donc il y a un peu tous les types de produits finalement. Qu'est-ce que tu as dans tes produits? Parce qu'on retrouve des produits secs, on retrouve donc des légumineuses, on retrouve des céréales, on retrouve... Alors, nous en fait, on est vraiment sur l'épicerie en vrac au sens historique du terme. On ne vend que des produits secs. Donc on vend l'épicerie salée, l'épicerie sucrée, les produits d'entretien et d'hygiène. Donc l'épicerie salée, c'est les légumineuses, les pâtes, le riz, les gâteaux apéro, parce que quand même si on est dans une démarche zéro déchet, on se fait plaisir. Le vin, l'huile, le vinaigre, les épices. Et ensuite la partie épicerie sucrée, petit-déj, fruits secs, café, thé, miel. Confiserie, chocolat, farine, sucre, voilà. Donc tout ce qu'on va retrouver chez Leclerc, hein, mais sans emballage. Donc on va pouvoir voir les produits parce que comme il n'y a pas d'emballage, c'est dans des grands silos, donc on voit la matière, ce qui est quand même plus agréable. Il y a aussi beaucoup de produits bio, c'est indiqué. Donc on a des produits bio et des produits conventionnels. On a les deux parce qu'on fait des choix et on a des arbitrages. L'objectif c'est en amont d'avoir des produits qui sont très peu emballés. Et je reviendrai donc du coup sur ta question en amont, comment on est approvisionné. Ça signifie que les fournisseurs doivent être capables de nous livrer en grande quantité. Et à choisir entre un produit conventionnel, raisonné, en vrac français et un produit suremballé, bio, étranger, notre cœur balance pas très très longtemps, on va privilégier en fait le français. Local, il faut juste avoir en tête que dans le domaine du sec, de l'épicerie sèche, le local résonne pas de la même manière. On va être local France. On n'est pas local Île-de-France par exemple, ce qui prend son sens quand on est sur le frais. Pour poursuivre dans le magasin, on a également les produits d'hygiène et d'entretien. Donc hygiène, c'est tout ce qui permet de prendre soin de soi, donc les savons, les shampoings, etc. La cosmétique en vrac, parce que ça c'est un petit nouveau qui démarre bien en France. Et puis les produits d'entretien pour pouvoir entretenir sa maison. On n'a pas vocation à faire du frais, à la différence par exemple du magasin qui était un des magasins leaders à Bordeaux, la Recharge, à faire du frais parce qu'on part d'un principe que le frais on le trouve assez facilement en vrac. On peut aller sur les marchés, on va acheter en vrac. On peut aller dans les magasins, les primeurs, les magasins bio qui font également du frais. Pour ceux qui mangent de la viande, du fromage, du poisson, il y a tous ces commerces de proximité. Et on est un magasin de proximité. Donc on va s'inscrire en fait dans la logique des autres magasins de proximité. Et nous, on va se résumer à l'épicerie sèche. Ce qui du coup, en termes d'organisation, c'est beaucoup moins complexe, et heureusement pour moi, parce que sinon je crois que j'aurais beaucoup de mal. On n'a pas de chambre froide, on n'a pas tout ça, parce que les produits se conservent. Puis moi, ça tourne bien, donc je les conserve peu de temps. Donc comment ça marche chez Day by Day? En fait, on a une plateforme logistique qui se trouve à Dreux, et qui était avant à Vélizy, et qui a déménagé il n'y a pas très longtemps pour accroître sa capacité de stockage. Donc elle sélectionne des fournisseurs. Les fournisseurs en fait livrent sur des produits dans des sacs qui font 25 kilos. La farine, on va la recevoir en sac de 25 kilos. Et ensuite, après, c'est transféré dans des bacs, ce qu'on appelle des bacs à vrac, des bacs verseurs, des bacs sabots. Et moi, je reçois les bacs pleins, donc je n'ai aucune manipulation de produits. En termes d'hygiène, c'est parfait parce que mes bacs sont nettoyés à chaque fois qu'on change. En fait, je l'enlève du magasin, j'ai un bac qui est propre et rempli. Ce qui est indispensable dans le vrac, ce qui n'est pas forcément en fait l'image qu'on avait du vrac avant. Hein. Quand le vrac a démarré dans les magasins bio, moi il y a 25 ans, quand j'y allais,
pouvez imaginer que c'était pas terrible. Même encore aujourd'hui dans la grande distrib, on voit qu'ils se lancent dans cette démarche. Mais il suffit de regarder un silo d'un bac verseur pour voir s'il a été changé récemment ou pas. Donc l'hygiène est un vrai sujet dans le vrac, c'est pas simple. D'ailleurs, à ce sujet, nous, on a dans notre entourage des gens qui travaillent en effet dans la grande distribution, dans lesquels ils ont un énorme rayon de vrac, puisque c'est en province. Et ils me disaient qu'en effet, sur les produits, par exemple, de petit déjeuner, de céréales de petit déjeuner, c'est peut-être lavé une fois par an, quoi. Alors la réglementation du vrac qui existe, puisque aujourd'hui il y a une association qui s'appelle Réseau Vrac, qui fédère l'ensemble des acteurs du vrac et qui est hyper active et qui est vraiment très très bien, qui nous fait avancer sur un certain nombre de sujets, notamment sur la réglementation. Dans cette réglementation, il y a un point qui est la traçabilité. On se doit d'être capable de tracer le produit du début, c'est-à-dire dès qu'il part de chez le fournisseur, il arrive sur la plateforme, il est dans mon magasin, il est chez vous, vous avez le moindre problème, vous revenez. Et vous me dites l'heure à laquelle vous avez acheté votre produit, et moi je serai sur quel lot c'est, et je pourrai l'enlever de la vente. Donc je suis comme l'ensemble en fait des acteurs en fait dans le domaine alimentaire. Le deuxième point de la réglementation du vrac, c'est à chaque changement de lot, on se doit de laver le bac, de le désinfecter et de le remettre en place. Donc quand on me dit qu'on le lave qu'une fois par an, je trouve ça irrespectueux pour le consommateur, qui n'est pas au courant de comment ça se passe. Qui n'est pas au courant. Et puis la réglementation en plus. Et elle existe, elle est accessible à tout le monde aujourd'hui. Ouais. Donc chez Day by Day, en fait, moi je reçois et je renvoie les bacs vides qui sont nettoyés. Donc j'ai finalement aujourd'hui pas de déchets plastiques, ça c'est ou très peu parce que j'ai du carton. Des dosettes lave-vaisselle peut-être. Oui, alors moi je les ai pas je les transmets aux clients qui les achètent, qui vont avoir ça. Non, le point en fait le plus important, ce sont les bidons et les seaux d'olive, les seaux de miel, les seaux de produits d'entretien, les bidons de produits d'entretien. Donc les seaux, j'arrive à les recycler parce que j'incite les gens à mettre comme vous la litière pour le chat, les croquettes. Ça sert aussi de seau à compost. Donc, comme j'essaye d'animer ma page Facebook, les gens savent que j'ai plein de seaux à mettre à disposition, donc ça tourne bien. Par contre, les bidons de 20 litres, ça n'intéresse pas encore grand monde, donc j'essaye de trouver des idées pour les recycler. Parce que on n'a pas de solution aujourd'hui pour renvoyer les bidons vides aux fournisseurs. Ça coûterait trop cher en logistique de renvoyer des bidons en camion pour les nettoyer et les re-remplir. Donc pour l'instant, je les mets à la poubelle jaune qui passe avec des éboueurs qui sont gentils et qui me les prennent. Voilà. En parlant justement de la journée où il y avait une journée donc, dans le 15e, même je crois partout en France, il y avait une journée de réduction des déchets. Il me semble, Rosen, toi, tu avais fait un petit atelier en fait auprès des commerçants du quartier, justement pour les inciter aussi, les éveiller en fait à cette mouvance-là d'essayer de diminuer un peu les déchets. Et du coup, en fait, parce que pour avoir fait plusieurs fois avec Guillaume les courses, nous dans notre quartier, donc qui n'est pas le quartier de ta boutique, il y a des commerçants qui sont assez récalcitrants finalement à dire, j'ai besoin de crème fraîche, je vous ai apporté mon pot en verre. Il y a des commerçants pour qui c'est compliqué de tarer un pot de verre. Et du coup, toi, tu es allé voir les commerçants du quartier de là où tu travailles pour justement essayer de faire en sorte que les consommateurs de tes clients puissent aller aussi chez eux et continuer un peu à diminuer aussi leurs déchets ailleurs que dans ta boutique. Oui, en fait, il y a Zero Waste Paris qui a lancé une campagne de communication auprès des commerçants pour inciter les commerçants à accepter les contenants. Donc ils ont développé un petit sticker qui permet de savoir en fait que le commerçant va accepter. Donc ils ont lancé une grande campagne et ils ont aujourd'hui principalement travaillé sur le 12e arrondissement de Paris, qui est l'arrondissement en ce moment phare et test sur plein de domaines. On fait de la ramassage du compost, etc. Et puis je me suis dit, tant qu'à faire, moi, je vais essayer de le faire autour de mon magasin, ça me paraît évident. Donc j'ai été discuter avec les commerçants que je connais, même si moi, j'habite pas dans le 15e, donc je ne fais pas forcément toujours mes courses dans le 15e. Et l'accueil était super,
il y a qu'un magasin qui n'a pas accepté pour des raisons soi-disant réglementaires, ce qui est complètement faux, mais à la limite c'est pas grave. L'objectif c'était pas. De l'informer. Après, donc chaque magasin en fait qui a accepté, on a collé un petit sticker et il y a une carte en fait qui est disponible sur la région parisienne où il y a tous les magasins qui acceptent en fait les contenants d'origine. Donc on peut retrouver. Donc il suffit d'aller sur Zero Waste Paris. Alors sur Facebook il y a une carte interactive et vous allez avoir les magasins qui sont disponibles. Après là en ce moment j'essaye d'élargir. J'ai des clients qui viennent pas forcément que du 15e, donc il y a notamment dans le 14e. Donc j'ai des clients qui sont partis avec mes stickers et qui vont aller chercher, parce qu'ils font leurs courses déjà avec leurs contenants, en fait ils vont demander aux commerçants d'apposer en fait ce sticker et puis ils vont me donner les adresses et comme ça je pourrai les mettre dans la base en fait de Zero Waste Paris. Super. Génial. Tu nous disais tout à l'heure que du coup ça a fonctionné plutôt bien quand même. Je pense que depuis 2 ans, tu as dû voir beaucoup d'évolutions. À chaque fois que moi je viens, je crois qu'il y a un nouveau client qui débarque et qui dit alors voilà, je sais pas trop comment ça marche, comment est-ce que vous pouvez m'expliquer et tout. Comment est-ce que du coup tu vois cette évolution ? Est-ce que c'est prometteur ? Est-ce que c'est parce que nous on vit dans un petit écosystème où du coup c'est un sujet qui nous intéresse, où on parle de ça avec des gens que ça intéresse, mais peut-être que tu vois plus de gens qui viennent de plein d'environnements différents, et est-ce qu'il y a vraiment une prise de conscience Collective. Ouais. C'est encourageant, il y a beaucoup de monde, ouais, ça progresse beaucoup ou pas trop, ou c'est timide? Mon magasin progresse bien, vraiment bien. Là-dessus, je suis très contente parce que c'est beaucoup de travail. Hein. Ouais. Donc c'est prometteur parce que tous les jours, effectivement, j'ai des nouveaux clients. Et toutes les semaines. Et heureusement, parce que dans la vie d'une boutique, il faut savoir qu'il y a des nouveaux clients et puis il y en a qui viennent plus. Pour différentes raisons, hein, parce qu'ils déménagent. Il faut juste savoir qu'il y a 10% de la population qui ménage par an. Donc forcément, je vais perdre des clients. Et donc j'ai intérêt à avoir des clients qui reviennent. Donc je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. En dehors de mon magasin, parce que c'est aussi important de voir ce qui se passe un peu ailleurs, hein, parce que heureusement je ne suis pas la seule. Il n'y en a pas suffisamment encore, mais ça se développe. Il y a beaucoup de choses en fait qui se passent aujourd'hui sur le monde du vrac. Il suffit de regarder. Alors, c'est pas dans le même registre, mais c'est pas grave. Regardons en fait aujourd'hui la grande distribution. La grande distribution avait il y a une dizaine d'années commencé à faire du vrac, avait mis ses rayons vrac en fait dans la partie low cost, parce que le vrac ça demande beaucoup de manipulation, donc beaucoup de coûts hommes. Et un grand distributeur, la seule chose qui l'intéresse, c'est la rentabilité au mètre carré. Donc très vite, ils se sont rendus compte que c'était pas rentable, donc hop, ils ont arrêté. Là aujourd'hui, ils sont face en fait à, on parle du bio, on parle du vrac, on parle de tout ça. Donc ils sont obligés en fait de s'intéresser à ça. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus tous les grands acteurs en fait de la grande distribution se mettre au vrac. C'est bien. Alors plus il y en aura, plus il y aura des acteurs, plus en fait ça va se démocratiser et ça permettra aux gens d'aller acheter, parce que même si on a une prise de conscience collective aujourd'hui, ça reste encore une niche. Donc on est en train de vivre. Enfin, c'est mon analyse. Après. Pas non plus une grande visionnaire, mais on est en train de vivre finalement le démarrage du bio. Une prise de conscience. Le bio avant c'était réservé à une niche de la population. On était très bobo, il fallait au tout début non, on était bac cool quand on allait dans les magasins bio. Ensuite après on est devenu très bobo, puis maintenant aujourd'hui il ne faut acheter que du bio, à tel point qu'à un moment donné il faut faire attention, parce que quand on voit le bio dans la grande distribution, ça devient un peu compliqué. Mais le vrac est dans cette mouvance-là. Donc, plus il y en aura, plus ça se développera. Et moi, aujourd'hui, je vois juste dans le 15e et autour de mon magasin, il y en a de partout. Donc, c'est à la fois difficile, parce que la concurrence est rude, mais on a aussi besoin d'en parler, parce que aujourd'hui, c'est encore très très peu, en fait, sur la France. Et tu disais que du coup, alors, il y a la clientèle du 15e et un petit peu des arrondissements environnants, mais il y a des gens qui viennent a priori de loin, comme ce que toi tu faisais au tout début quand tu allais à Versailles en voiture pour chercher
Ouais, pour aller faire tes courses en vrac. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de loin? Est-ce que tu remarques qu'il y a des gens qui font beaucoup de kilomètres? Est-ce que tu essaies de leur expliquer du coup que ça peut-être c'est un petit peu aberrant? Enfin, il y a un manque de cohérence peut-être dans la démarche globale en tout cas? Ou est-ce que ou pas du tout? Je leur explique pas qu'il y a une aberrance, une aberration, parce que c'est compliqué, parce que Bien je suis sûr. pas là non plus pour juger les gens. C'est juste parce qu'ils ne trouvent pas à côté de chez eux. Alors loin, les gens de province vont dire que c'est tout près, parce que faire quelques kilomètres, c'est finalement, mais c'est traverser 2 arrondissements. Oui, il y en a qui viennent, voilà, du 14e, du 13e, du 12e, du 19e, un petit peu de la région parisienne avec Clamart, Vanves, qui sont des communes limitrophes en fait du 15e. Donc, Oui, ça reste assez proche quand même. voilà. Après, ces gens-là ne viennent pas non plus tous les jours, à la différence d'une clientèle de proximité qui, elle, peut venir effectivement 2 à 3 fois par semaine, ça les dérangera. C'est pas le problème. Eux, ils viendront une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois, faire un gros plein, parce que dans cette démarche-là, dans ces cas-là, on sait que on est un peu, voilà, on vient de loin, On rentabilise les et on déplacements. rentabilise son déplacement et on fait le gros plein. Juste du coup pour rebondir là-dessus, nous on avait du coup pas de magasin vrac à Paris quand on habitait à Paris il y a 2 ans. On a déménagé à Bordeaux dans lequel on a été contente de trouver ce magasin. Mais en revenant à Paris, alors oui il y a eu 2-3 boutiques qui ont ouvert dans le vrac, mais ça se développe quand même pas beaucoup, alors qu'après eux c'est une clientèle qui est hyper intéressée puisque c'est une clientèle qui est assez ouverte à ces sujets, qui a les moyens potentiellement de mettre un peu plus d'argent que d'autres, même si c'est pas forcément une question de budget, mais j'ai l'impression que c'est quand même une clientèle qui est adaptée à cette démarche, et ça se développe pas tellement à Paris, donc c'est assez étonnant, je trouve, assez paradoxal. Parce que c'est compliqué d'ouvrir un magasin à Paris. Il faut trouver le bon local, il faut trouver le bon emplacement, il faut trouver le local au bon prix. Il faut trouver que ce soit d'ailleurs un indépendant ou que ce soit quelqu'un qui soit franchisé. Pour le franchiseur, il faut trouver la bonne personne. Ça fait beaucoup de critères. Et aujourd'hui, les loyers à Paris, voilà, ça demande un investissement financier au départ qui n'est une prise de risque, qui n'est pas neutre. Donc je pense que c'est le frein en fait au développement parisien, et pas que exclusivement parisien, aussi dans les grandes villes. Finalement, quand on regarde à Lille, qui est quand même une des grandes agglos, il n'y a pas non plus 15 magasins de vrac. Il y en a une. Il y a une épicerie dans Lille, il y en a une deuxième qui vient d'ouvrir en région lilloise, parce que dans les grandes villes, les loyers sont chers. Après, on voit beaucoup d'épiceries indépendantes qui s'ouvrent en province, ça c'est certain, dans des petites villes. Où là on peut imaginer que c'est dans une démarche très différente, et ils sont indépendants, et ils vont faire de l'épicerie sèche et du frais, mais c'est d'autres d'autres approches, parce que là on est sur des villes où la partie financière aura beaucoup moins d'impact. Moi, je dois payer mon loyer tous les mois quand même. Faut pas que voilà. Donc il faut que quand même, faut que les gens ils viennent acheter mes cacahuètes, parce que sinon ça va dur. Alors on parlait justement de budget aussi pour du coup les consommateurs. Est-ce qu'on a fait un comparatif? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée un peu du comparatif entre aller faire ses courses pour un même type de produit, par exemple je pense aux pâtes, je pense à la farine, je pense au sucre, je pense à la lessive, d'acheter la même quantité en fait dans un magasin type Day by Day et dans un magasin un grand magasin. Est-ce qu'il y a une réelle, un réel bénéfice en fait à venir par exemple dans Day by Day? Est-ce que finalement le fait de se dire je ne paye pas l'emballage, on retrouve finalement cette différence-là sur l'addition? Alors
Oui, nous on fait des études en fait comparatives. Ensuite après, moi il n'y a pas très très longtemps, je ferai pas de pub, il y a une grande chaîne de télévision qui est venue dans mon magasin et qui a fait le test, c'est-à-dire a fait un panier dans mon magasin et a fait le même panier dans une enseigne de distribution et a constaté finalement effectivement qu'il y avait une économie en fait de 30% à qualité équivalente. Donc, j'insiste, effectivement c'est de comparer les choses qui sont comparables. Donc on fait des économies sur le prix parce que les produits et certains produits, et si on prend les pâtes, et qu'on va acheter en fait 1 kilo de pâtes chez des pâtes sans œufs qu'on va appeler qualité supérieure, et des pâtes dans un hypermarché, on va être moins cher. Par contre, volontairement, je vais donner l'exemple du Nutella, puisque c'est le truc qui était à la mode. Moi, à 1,50 €, ça je sais pas faire. Je vends de la pâte à tartiner, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même produit, donc le prix n'est pas comparable. Mais à qualité équivalente, on est là 30%, nous on a tendance à dire on est entre 10 et 40% moins cher. Après, je veux juste revenir sur un point qui est l'économie va se faire d'une part parce que les prix, on cherche le prix, le juste prix tout le temps. Donc moi je fais jamais de solde parce que on a négocié avec nos fournisseurs et chacun doit vivre, que ce soit le fournisseur, débaillé en centrale et moi, et permettre de répondre et d'apporter une réponse satisfaisante aux clients. Et on va aussi avoir une économie parce que je pense que quand on consomme en vrac, on consomme différemment. D'une part, on achète la quantité dont on a besoin, et parce que, pour revenir sur ce que tu disais, Maud, on s'organise un peu avant de venir faire ses courses. Donc, on réfléchit à ce dont on a besoin, parce qu'on va regarder ses contenants, et on ne va pas forcément se laisser tenter par plein de choses dont on n'a pas besoin. Donc, à la fin, finalement, on a quand même une économie de budget. Moi, je me souviens que quand j'étais jeune et que j'avais mes 3 enfants en bas âge, c'est-à-dire que ça me mangeait quand même, j'étais à fond la caisse, il fallait vite que j'aille faire mes courses. J'allais dans mon supermarché avec mon caddie, je rentrais chez moi, j'avais acheté plein de trucs. Mon caddie débordait. Et je disais, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Le truc absolument impossible. Aujourd'hui, je me pose plus ces questions-là. Je sais ce que j'achète, parce que je fais mes courses chez moi, c'est pratique. Et j'achète en sachant ce que je vais faire à manger parce que j'ai réfléchi et je ne gaspille pas. Donc l'économie, elle est sur plusieurs endroits en fait. On va peut-être passer enfin, on a parlé pas mal de nos expériences. Il se trouve que il y a des trucs qu'on n'arrive peut-être pas encore à faire au niveau du ZD. Bon, alors déjà, est-ce que les choses dont vous êtes le plus fier, ce serait quoi ? Tu voulais parler de la paille, peut-être, Maud ? Alors enfin, non, j'en suis pas... pas vraiment fière parce que c'est déjà. un échec pour l'instant, mais... global. Non, en fait, c'est un vrai sujet parce que je trouve que vraiment la paille, c'est le truc, comme tu disais, un peu le truc de la baguette de pain, mais alors la paille, c'est encore pire parce qu'en plus, ça a des conséquences sur l'environnement et sur les animaux qui sont encore pour moi plus importants et plus nocifs que le morceau de papier à la limite de la baguette de pain. Je pense que beaucoup de gens ont vu circuler cette vidéo sur internet, sur Facebook, de la tortue à qui on retire un morceau de paille qui est coincé dans sa narine, qui est absolument horrible. Je pense que tous les gens qui ont vu cette vidéo se sont dit c'est vrai que la paille c'est mal. Même si on l'a pas vu, là c'est l'image parle bien. Voilà, c'est assez atroce. Donc c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'ai été sensibilisée assez vite. J'ai en effet acheté un kit de paille plus son petit goupillon pour le nettoyer. En inox. En inox, tout à fait. De débaillé. Qui de débaillé, mais qui se trouve ailleurs aussi. Enfin, c'est pas, c'est quelque chose qui est assez courant. Mais le problème, c'est qu'il faut y penser. Donc c'est pas oui, moi j'ai toujours ma paille sur moi, mais c'est juste que quand je commande un verre, je me dis pas tiens, il va me mettre une paille dans mon verre, parce qu'en fait comme moi j'ai plus ce réflexe de me dire j'ai besoin d'une paille, j'oublie. Et donc le nombre de fois où on se retrouve avec notre verre posé sur la table avec la paille en plastique et qu'on se voir dit les deux pailles, parce que maintenant c'est 2 pailles pour un verre, ce qui est alors que la paille est dans notre sac, c'est assez frustrant.
j'ai eu une expérience, une soirée qu'on a faite ensemble d'ailleurs, au restaurant, où je demande au monsieur de pas me mettre de paille, qui me dit oui. Je le surveille de coin de l'œil parce que quand même je sais très bien comment sont les gens et que voilà. Et au moment où il va mettre la paille, je dis non mais j'en veux pas. Il me dit ah non mais pas de souci. Il touille mon cocktail avec, il la met à la poubelle. Donc il me donne le verre sans paille. Encore pire. Mais ça a encore eu moins d'intérêt. Ça a duré encore moins longtemps. Ouais. Donc je me suis rendu compte qu'en fait au-delà de demander, alors à part qu'il faut avoir en effet le réflexe de demander sans paille, il faut surtout expliquer aux gens pourquoi on le fait parce qu'en fait pour la majorité des gens, ils ne comprennent pas. Ils se disent c'est encore une espèce de lubie un peu chelou de quelqu'un qui... Voilà. Et après, je lui ai expliqué, et il a compris, et du coup, ils ont trouvé ça chouette. Et voilà, mais il faut... Il y a de la pédagogie à faire chez nous, chez les autres, et c'est pas toujours facile. Et le regard des gens quand tu sors ta paille en inox n'est pareil, après, pas évident, je pense. Il y a une énorme campagne de publicité sur change.org qui s'appelle Abat les pailles, je crois, ou quelque chose comme ça, qui touche peut-être plus de gens que ce que ça touchait jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que c'est un fléau, et on voit dans des villes comme San Francisco, je crois, où ils ont, ça y est, interdit les pailles. Seattle, ouais. Ah, c'est Seattle. Alors, San Francisco, ça y était, mais Seattle, c'est cette année, je crois. Et je trouve ça génial, et je me dis pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de faire ça, parce que franchement, ça n'a aucun sens, la paille en plastique, quoi. À part produire donner de l'argent à des gens qui produisent des pailles en plastique, mais toujours pareil. Mais bon, c'est voilà, et ça c'est à la fois j'en suis très fière parce que je me dis j'ai mis en place les choses pour le faire, et en même temps c'est mon plus gros échec parce que j'arrive pas à le faire toujours au quotidien, quoi. Mais... Encore hier soir, moi j'ai eu le droit à une petite paille en plastique, je m'y attendais pas, je me suis dit, un jus de fruits ça se boit comme ça sans paille, mais non. On se rend pas compte, ouais. En fait, je relisais, c'est 500 millions de pailles par jour dans le monde qui sont consommées. Donc on a du mal à imaginer ce que ça peut faire comme volume de plastique, mais quand on sait que c'est pas 500 millions de pailles par jour qui servent... Enfin, c'est 500 millions de pailles aussi qui partent à la poubelle par jour, c'est ça que ça veut dire aussi. Et en plus, ça, à part pour l'industrie du plastique, uniquement, ça n'a d'intérêt pour personne d'autre, parce que le restaurateur, par exemple, ferait l'économie de la paille si tout le monde en avait une en inox, et puis en plus, l'intérêt de boire à la paille, il peut être très sympa. Mais... Non, mais il y a un intérêt quand tu bois quelque chose de très frais, donc je comprends, tu vois, le fait de pas se brûler ou pas de se faire mal aux dents, donc c'est pour ça que moi j'ai une paille, sinon à la limite je pourrais ne pas en avoir de paille en inox, tu vois. Donc je peux le comprendre l'intérêt, mais il y a tellement de possibilités, même si on faisait des pailles en carton déjà qui sont plus biodégradables, on serait déjà dans une meilleure démarche. Mais même ça fonctionne pas, donc on est dans la paille en plastique pur et dur, quoi. Toi ton plus... Moi, ma plus grande fierté par rapport à ça, je pense, c'est d'avoir déjà enclenché le truc. Je pense que, comme tu disais, Rosen, tout à l'heure, on est encore dans cette étape où on a beaucoup de de recyclables dans nos poubelles. Donc on a considérablement réduit notre poubelle, notamment de plastique ou de choses qui ne sont pas recyclables. Par contre, on jette encore beaucoup de papier carton et de verre. Pour ça, on n'est encore pas très très bon. Mais déjà, en fait, dès qu'on a... Ça fait 1 an et je me poserai plus jamais la question dans ma vie si je vais acheter des pâtes ou de la farine avec un emballage. C'est sûr. C'est là où j'ai commencé à être un petit peu fier de la démarche. C'est le jour où je me suis dit, c'est fini, je n'achèterai plus jamais ces choses-là dans un emballage. Et on se rend compte qu'on a passé ce cap-là, c'était déjà sympa. Moi, j'avoue que je suis très fière du placard en fait à produits secs. C'est bête, mais je trouve ça très beau en fait d'avoir tous ces bocaux avec une photo. Avec grand plaisir. Avec tous les bocaux avec les produits à l'intérieur. On n'est pas parasité par des marques, on n'est pas parasité par du plastique. On a le produit brut et qui est beau. Une lentille corail, c'est beau. On n'a pas besoin de voir la marque en fait du magasin dans lequel on l'a acheté. Et j'ai eu beaucoup aussi de retours en fait de mes amis qui venaient et qui me disaient mais c'est vrai que c'est beau en fait, des placards où on voit vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Et en plus le gros avantage c'est que on voit ce qu'on a plus, on sait ce qu'on a besoin de racheter. Et en plus nous ça nous donne des idées en fait. On se dit bah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça, je le vois, je l'ai sous les yeux, et c'est pas juste le produit qu'on a en avant qu'on repère en fait. Tout est transparent, donc on repère tous les produits et
Ça, c'est vrai que c'est très beau. Ouais, je rebondis là-dessus, du coup c'est vrai que c'est très coloré et ça donne envie de cuisiner en fait, ça donne envie de manger sainement, ça donne envie de... Voilà, je trouve que ça accentue toute la démarche globale de vivre mieux, de manger mieux et c'est, ouais, c'est chouette quoi. Puis ça s'empile mieux aussi que les sacs. Moi, je voulais parler de l'échec du lombricomposteur, de notre côté. Ah bah, on peut en parler aussi. Hein, Enfin, de 3 échecs successifs. Les pauvres, on les a tués. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident. Hein. C'est un coup à prendre. Et vous, ils sont morts aussi, Guillaume. Donc, Ouais, Noémie, ils sont c'est- encore vivants. Tu peux me dire oui, t'es pas obligé Oui, oui. si tu veux pas parler. Oui, mais ils fonctionnent bien, ils se reproduisent bien, toujours D'accord. nombreux. Oui, enfin Noémie, ça fait un mois qu'elle les a et nous au bout d'un mois aussi ça fonctionnait bien. Hein. Pareil, Ça fait 2 mois. Ça va. on verra après. Nous sommes fiers de toi. C'est un équilibre à avoir sur ce qu'on leur donne à manger, sur les conditions aussi dans lesquelles ils sont. Voilà, pas trop chaud, pas trop froid. C'est pas évident, même si on. Ils sont exigeants. Ouais, ils sont Ce qui est très compliqué exigeants. en fait, c'est comment composter. Donc on parlait de réduire ses déchets. Comment réduire ses déchets à Paris? En fait, ça passe aussi par le recyclage et comment détruire finalement ces produits-là, qu'ils aient été utilisés ou pas. Le problème dans le lombricomposteur, c'est qu'on ne peut pas mettre d'aliments qui ont été cuits, on ne peut pas mettre de viande, on ne peut pas mettre de poisson. Il y a beaucoup de légumes en fait qu'on ne peut pas mettre non plus. Je pense aux oignons, les fruits, les agrumes on ne peut pas. Les fruits on Les peut, agrumes. mais alors voilà, après le problème c'est les fruits, quand on en mange beaucoup, il y a beaucoup de petits moucherons, voilà, il y a plein de petites choses en fait qui peuvent compliquer en fait le quotidien d'un lombricomposteur. Le concept est super, faut avoir l'espace pour le mettre. Parfois à Paris aussi, quand on habite dans un petit appartement, c'est pas évident de trouver l'espace ou les voisins sympas qui acceptent d'avoir ça sur le palier. Voilà, c'est pas On pas leur avait toujours imposé. évident. Hein. On n'a pas demandé leur avis. Mais Rosanne, du coup, tu parlais aussi de tout à l'heure. Il y a des nouvelles. Il y a deux départements à Paris, il me semble. Deux arrondissements. Arrondissements, oui, Ouais. à Paris, qui sont en train de mettre en place en fait des arrondissements tests en fait pour le côté justement Compostage de déchets collectifs. Ouais, c'est le ramassage du compost. C'est dans le 12e et dans le 2e arrondissement. Donc c'est un test qui est fait. Et c'est vrai que le compost, en fait, c'est vraiment la clé de la réduction des déchets. Et c'est pour ça que j'en profite pour faire une petite aparté, mais faut pas se comparer à Bea Johnson. À San Francisco, la vie n'est pas la même qu'à Paris. Nous, nos composts, et même moi, qui suis encore privilégiée, j'ai de la chance d'avoir un compost extérieur parce que j'ai un jardin, donc je mets quand même plein de choses. Je me pose pas la question sur les oignons, moi je les mets dans mon compost. Par contre, je ne mets pas effectivement de viande, enfin j'en ai pas, mais de reste de tête de crevettes, machin, les agrumes je les mets pas, etc. Donc je les mets dans ma poubelle. À San Francisco, c'est ramassé. Donc là, l'expérience qui est menée dans le 12e et dans le 2e, c'est le ramassage. A priori, ça a l'air de bien fonctionner. L'objectif, il est de tester à la fois la collecte, de mesurer l'impact et de voir la valorisation en fait de ce compost, parce que l'objectif, c'est de valoriser pour ensuite faire fonctionner toute la chaîne. Donc j'espère pour les Parisiens que cette démarche aboutira, parce que si ça aboutit, on ne se posera pas la question du lombric, des petits vers, des moucherons, parce que c'est vrai que c'est un vrai casse-tête. encore un C'est une cap vraie question. supplémentaire. Ouais. Et pourtant, c'est 30% des déchets ménagers, a priori, c'est du compostable. 30% c'est du compostable. Donc c'est considérable, d'autant plus que, si je dis pas de bêtises, les déchets compostables que la grande majorité des gens jettent dans des sacs plastiques, ça produit énormément de gaz à effet de serre enfermés dans le plastique, et que du coup c'est considérable le gain que peut engendrer le fait de composter ces déchets. Alors nous, du coup, comme on a eu justement cet échec avec le lombricomposteur, on s'est aussi renseigné sur le Compostage collectif Voilà. à Paris. En fait, en dehors des arrondissements qui sont en test en ce moment, il y a aussi des immeubles un peu partout dans Paris qui proposent des composts plus ou moins accessibles. Le nôtre notamment. Ouais, nous on a du retard par exemple là-dessus, parce que j'ai contacté une association de quartier, on n'a jamais été rappelé pour participer, parce que c'est participatif ces choses-là. Il faut aussi
Entretenir. Filer un coup de main de temps en temps. Enfin, c'est pas forcément obligatoire, mais c'est bien de le faire. Oui, donc nous, dans notre résidence, on a des bacs de compost qui se trouvent au milieu, parce qu'on est dans une très grande résidence. A priori, ça fait pas partie d'une démarche associative ou collective, mais on sait pas tellement comment ça fonctionne, mais j'ai l'impression que c'est vraiment utilisé pour... on a énormément de plantes, en fait, dans l'espace de notre résidence, donc je pense que c'est utilisé par les gens qui entretiennent pour le compost, donc ça, c'est plutôt chouette. Mais c'est parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'espace. Peut-être que si on avait un local poubelle tout petit dans une petite cour d'immeuble et qu'il y avait en effet le problème de ça n'y a pas des milliards d'odeurs, mais je pense que les gens sont quand même ont assez peur de ça. Peut-être que ce serait différent. Après, du coup, pour revenir sur les expériences du 12e et du 2e arrondissement sur le compost, il y a aussi, du coup, alors c'est dans le 20e, c'est ça que dans le 20e. Je parle à Noémie qui habite dans le 20e et qui fait partie de cette expérience, donc du coup de lombricompostage qui est distribué par la ville de Paris pour faire des tests et pour voir si ça fonctionne. Donc je pense qu'ils essayent de faire pas mal de choses en parallèle pour voir ce qui fonctionne le mieux et ce qui est le plus accessible. Donc c'est plutôt bien, je trouve que je pense que la maire de Paris n'y est pas pour rien, mais elle est quand même dans une démarche très, très positive d'un point de vue environnemental, même si beaucoup de gens se plaignent que la circulation est atroce et que ça va être horrible et que tout ça. On l'entend d'ailleurs, la circulation. Depuis le début, ça circule. C'est pas mal. Vous aviez prévu peut-être une rubrique pièce par pièce, ou est-ce que c'est pas Si, en fait, le pièce par pièce, c'était dans le concept de l'émission. À chaque émission, de discuter d'une pièce de la maison ou de votre appartement où l'on pourrait réduire l'impact écologique qu'on peut générer dans chacune des pièces. Là, aujourd'hui, du coup, on a parlé du zéro déchet et avec Rosen principalement de tout ce qui est alimentaire. Donc, on voulait parler de la cuisine. Je pense qu'on a déjà pas mal abordé le sujet, donc on voulait faire bref. Simplement, ce qu'on avait... Nous, on voulait parler de notre expérience. Du coup, ce qu'on avait réussi à faire, c'était sur le sec de ne plus acheter avec emballage. On avait en effet... On a privilégié un maximum les produits qu'on pouvait acheter avec des petits sacs qu'on peut acheter aussi bien à Biocop si on ne veut pas les coudre, mais il y a aussi énormément de tutos sur YouTube ou autres pour coudre ces petits sacs à vrac, sachant que c'est pas très compliqué et ça peut faire son petit effet à la caisse de sa boutique. Donc arriver avec des petits sacs à vrac, peser en fait les aliments dont on a besoin pour la semaine et puis repartir avec ça, avec vraiment les produits qu'on consomme. Nous on a décidé de changer de cafetière, un petit truc qu'on a fait quand on a décidé de changer et d'essayer de diminuer le côté écologique, le côté justement déchets. On est passé d'une cafetière Nespresso, pour ne pas la citer, avec des capsules et beaucoup de déchets, à une machine qui broie du café et le goût est top et l'avantage c'est qu'on peut changer le café. Le marc de café, on peut le réutiliser. On peut le mettre au compost. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. C'est un bon engrais. Voilà, c'est ça. C'est très bien pour désodoriser les éviers aussi. En masque de beauté pour les femmes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec. Donc voilà, ça c'est la première petite chose. Nous on a changé notre machine à café. Le fait de faire ces courses en vrac aussi, ça nous permet de passer moins de temps. Parce que Rosen, tu parlais de ta boutique. C'est une boutique qui est quand même pas très très grande. Elle fait, je ne saurais pas dire en mètres carrés, mais... 55 mètres carrés, donc effectivement c'est pas très très grand, on se perd pas. C'est pas très très grand, mais il y a tout ce qu'il faut. Mais l'avantage c'est qu'on passe pas non plus... On peut y passer, Guillaume tu te plaignais parfois parce que je prends du temps, je fais 4 fois le tour. Mais on peut y passer beaucoup de temps, comme on peut y passer aussi 10 minutes parce qu'on sait ce qu'on a à y acheter. L'avantage c'est que par rapport à une grande enseigne de supermarché où on passerait des heures et des heures dans les multiples rayons, nous on a trouvé vraiment un bénéfice à faire ses courses comme ça aussi, parce qu'on passe moins de temps à faire ses courses mais plus de temps à cuisiner réellement, et du coup c'est quand même vraiment beaucoup plus convivial. On passe de meilleurs moments en fait à être à la cuisine, à faire des petits plats pour des amis ou pour nous, plutôt qu'avec son caddie de supermarché à essayer de trouver le produit qu'on veut dans le bon rayon. C'est ça. Et ce qui est sympa aussi, mais ça c'est une démarche globale et les Parisiens ont déjà pas mal cette démarche-là, c'est que y a le côté humain aussi du commerce de proximité.
On discute avec les commerçants tout simplement. Le supermarché où maintenant il faut même 2/3 de caisses automatiques pour certains, c'est flippant puisque on sépare l'alimentation, le fait de manger, c'est un besoin basique et c'est aussi normalement quelque chose de convivial. Et ça commence aussi par là où on achète à manger. Et du coup, je trouve qu'il y a ce côté proximité. Bon, c'est aussi que personnellement, je suis pharmacien et que le commerce de proximité, je lutte pour. Mais même si d'ailleurs ça pourra faire l'objet d'une autre émission, dans son travail, c'est pas facile, encore moins quand on est pharmacien, de participer à l'effort sur les déchets, mais on essaye. Et voilà, ce côté proximité, humanité qu'on retrouve aussi dans le fait de faire ses courses dans des petites boutiques avec des équipes qu'on connaît. Voilà, Rosen, on la tutoie maintenant. donc c'est quand même sympa. Le temps qu'on passe à la cuisine, on a moins de poubelles à descendre aussi du loup à poubelle. Guillaume est ravi parce que c'était sa mission. On a des jolis placards dans lesquels on a des bocaux qui sont tout colorés, ça c'est quand même super. On a la bonne quantité, on n'est pas obligé d'avoir la même quantité de... je reparle des lentilles corail que des flageolets, que du riz, parce qu'on ne consomme pas forcément les aliments dans la même quantité. Tu consommes moins de flageolets que de riz, toi? Tout à fait. Ah oui, un des trucs dont je suis très fier, c'est les produits ménagers. Alors, on peut les faire soi-même, ce qui est super, et j'encourage vivement à le faire. D'ailleurs, on pourra en reparler aussi, mais dans notre pharmacie, on propose des ateliers do-it-yourself pour faire ces produits ménagers. On en reparlera à Rosen. Avec plaisir. Mais on est dans le 18e, on n'est pas à côté, mais... Ouais, mais c'est pas grave. Mais ça fait partie des choses qui sont considérables. D'aller remplir ma lessive chez Rosen, eh ben c'est une petite fierté parce que le nombre soit de capsules, soit ne serait-ce que de bidons de plastique que j'ai acheté avant toutes ces années pour faire des lessives, bah là j'ai les mêmes depuis 1 an et je le remplis chez Rosen et ça fait plaisir. Donc moi, au début, quand on a commencé à être zéro déchet, j'étais un peu à chercher le moindre petite chose en me disant on va essayer de faire tout parfaitement. Et c'est vrai que j'avais sorti des recettes pour faire son dentifrice, sa lessive, etc. Et Guillaume m'a dit oh là là, doucement, on va commencer doucement. Et c'est vrai que finalement, acheter sa lessive en vrac, c'est tout aussi bien. Et voilà, il n'y a pas spécialement besoin de la fabriquer. C'est très bien de la fabriquer, mais c'est vrai qu'on peut aussi trouver des solutions plus simples si on n'a pas le temps et qui sont tout aussi économiques et écologiques. Donc on termine avec les difficultés, mais du coup qu'on a déjà abordé. C'est en termes d'organisation, donc Maud l'a dit, on en a reparlé un petit peu, et ça nécessite de s'organiser, mais une fois que c'est comme tout, une fois qu'on a pris l'habitude, on n'a pas de problème. Nous, on n'est pas si proche de ta boutique, Rosen, vu qu'on est à 2 stations de métro. Venir à pied, ça nous prendrait une bonne demi-heure, mais on prend les 2 stations de métro et du coup on vient moins souvent, on a tendance à venir 1 à 2 fois par mois, mais en fait quand on s'organise on s'en sort très bien comme ça, on n'a pas besoin d'acheter ailleurs entre temps, donc ça c'est bien. Donc c'est voilà, le côté organisation pour faire ses courses, avoir donc les petits sacs à vrac, les bidons, les bocaux, éventuellement voilà, de parler avec les commerçants du quartier pour voilà, les avertir aussi qu'on n'a pas envie d'emballage, donc ça c'est pas évident. Le boucher rajoute systématiquement son petit film alimentaire sur son jambon. Mais voilà, ça c'est en effet c'est des choses que tu pas facile. T'abordes, tu en parles avant, voilà. Quoi. Parce que c'est sûr que c'est son métier, c'est spontané, c'est des gestes automatiques. Et voilà, moi la dernière fois c'était, je sais plus où exactement, c'était pas chez le fromager, mais je voulais prendre du fromage en vrac et la fille elle a pris un gant en plastique juste pour mettre fromage dans mon bocal ou autre, mais du coup je trouvais ça un peu aberrant quoi. Bah oui. Ouais. D'ailleurs le boucher tout près de chez toi, Rosen, il met un film plastique entre chaque balance. De jambes. Alors la dernière fois je lui ai fait la réflexion, mais c'est tellement pas forcément évident quand on n'est pas dedans que... Mais c'est vrai qu'il faut leur expliquer.
Après, Oui, mais il y a aussi autre chose qui c'est pas de leur faute toujours, c'est que la clientèle qui n'est pas intéressée par ces sujets de zéro déchet est très exigeante Oui. et que si on fait pas ça, on va dire que on prend pas soin du produit, que c'est pas assez bien emballé, etc. Donc Bien sûr. pour un commerçant, je pense que c'est très difficile d'arriver à concilier les gens qui en ont rien à faire et qui veulent que ce soit très bien emballé pour pas que ça coule dans leur sac, et nous qui à côté avons presque envie qu'ils fassent ça directement avec sa main parce qu'on s'en fiche, tu vois. Ouais. Donc je pense que c'est très difficile pour eux et il faut trouver, faut discuter parce que c'est pas Discuter, oui, c'est évident. ça, Non, c'est ça clair. vient au Non, fait ce que tu disais avec les machines automatiques, les commerçants c'est des êtres humains C'est ça. et voilà quoi, on est là pour Et oui, et puis pour interagir, communiquer. Pour conclure là-dessus, c'est clair que quand ça arrive, encore une fois, c'est ce qu'on disait au tout début, c'est que on n'est pas là pour juger. Typiquement, le boucher qui met une feuille de plastique entre chaque tranche de jambon, moi je lui ai expliqué, il n'a pas du tout mal pris, et voilà. Mais c'est marrant, comme ça nous paraît évident, mais en fait, c'est parce qu'on est dedans. Quand on est extérieur à ça, c'est pas du tout évident. Il y a le côté il faut expliquer, mais enfin nous on a jugé et en l'occurrence on n'y va plus. C'est que une fois on est allé dans un restaurant, on a demandé à ce que ce soit mis dans nos bocaux parce que c'était en livraison. Il nous a dit non. Bon bah voilà, on a essayé de lui expliquer, il a pas voulu le comprendre, on n'y retournera pas. Ouais. C'est bien d'expliquer et je peux comprendre un peu tous les problèmes de chacun, mais là en l'occurrence c'était un non catégorique. Bon bah tant pis pour lui. Enfin c'est pas. On choisit aussi les gens à qui on donne notre argent et c'est une démarche globale. C'est vrai que quand on va faire ses courses au Biocoop plutôt qu'à Leclerc ou à autre, on choisit à qui on donne notre argent quoi. Et on est en tant que consommateur les premiers à pouvoir changer le monde, donc il faut en profiter. Belle phrase. Je suis d'accord. J'aime conclure cette C'est phrase. une belle petite conclusion et on va passer une petite rubrique, je l'appelais rubrique cogitographe, je sais pas si ça te va, mais je sais pas si tu sais, Rosanne, Guillaume est aussi auteur. Bah si, il a un blog où il écrit des poèmes, des proses. Non, je ne savais pas. Il a écrit un roman. Ah ouais? Oui. Qu'on a là d'ailleurs si tu veux, Antoine. En fait, avant de créer cette émission Magmatera, il y a bien longtemps maintenant, il y a 6 ou 7 ans, avec Vincent, on a créé une association qui s'appelle le Magmatelier, qui est pour le coup à but uniquement artistique initialement. Donc on a fait des films, on a fait des expos. Enfin, non, on n'a pas fait encore d'expo, mais on a fait des petites projections de films. On a c'est un projet l'expo. Des choses comme ça. Et voilà. Du coup, on a l'habitude de faire aussi des petits thèmes. Des petits thèmes artistiques avec les gens qui font partie de l'association, et donc par exemple on lance un thème recyclage, je dis ça au hasard comme ça, et tout le monde participe. Donc on a un peintre dans l'équipe, donc il a fait un tableau qui représente le thème, qu'on peut retrouver sur la page Facebook du Magmatelier. Et puis moi j'avais fait ma réponse au thème, je voulais vous la lire aujourd'hui. Du coup c'est un petit poème en prose, sachant que sur le thème recyclage, j'avais fait un seul vers que j'ai recyclé 3 fois. Donc je vous le fais pour la rubrique cogitographe, c'est mon petit nom. Une fleur fanée est un printemps inanimé, une nuit éternelle est un poème figé. Ça, c'est la première vie du vers. Une fleur figée est un printemps éternel, une nuit inanimée est un poème fané. Une fleur inanimée est un printemps fané, une nuit figée est un poème éternel. Une fleur éternelle est un printemps figé, une nuit fanée est un poème inanimé. Voilà. Bravo. Merci. Merci, cogitographe. Je remets les micros, excusez-moi, parce que je voulais entendre que ta voix. Et on voulait faire aussi une petite rubrique de recommandations culturelles. Chacun des choses qui les ont marquées. Alors ça peut être n'importe quoi, expo, film, Déjà livre. peut-être les 2 bouquins qui sont assez connus de zéro déchet dont on a un peu parlé. Donc le livre de Bea Johnson qui s'appelle je crois le Zéro déchet il me semble.
je crois. Et puis après, peut-être le livre que tu vends aussi à la boutique sur la famille presque zéro déchet, où ils ont fait, il me semble, 2 ou 3 tomes avec avec une version pour vraiment la maison, comment organiser une fête, comment voilà, faire sa lessive, avec des petites astuces un peu aussi pièce par pièce ou événement par événement. Et ils ont fait une deuxième version qui est un peu plus axée aussi, je crois, pour les enfants. Oui, en fait, c'est version famille et version enfant. Donc c'est pour les enfants, pour leur apprendre le zéro déchet. C'est sous forme assez ludique, parce qu'en plus, Bénédicte, qui illustre les deux ouvrages, fait ça sous forme de BD. Donc c'est assez sympa et les enfants adorent parce que c'est fun. C'était un tout autre style que Bea Johnson, où là c'est un vrai livre et c'est un peu psychorigide. Et, enfin voilà, ça se lit, mais pas sous forme fun. Je rajouterai un troisième, en fait, qui est le dernier petit né dans la rubrique des livres zéro déchet, qui est celui d'Aline. Aline, je ne me souviens même plus de son nom de famille, qui est venue au magasin il n'y a pas très longtemps et qui a fait un livre zéro plastique, zéro toxique. Donc voilà, qui nous donne plein d'astuces. C'est une jeune femme qui a 25 ans, qui est extraordinaire, qui s'est lancée là-dedans et qui fait plein de trucs, et elle est géniale. Donc c'est pareil, c'est une autre manière de voir le zéro déchet. Alors moi, aucun rapport avec le zéro déchet sur ce coup-là, mais plutôt dans la ligne éditoriale de notre podcast. Je viens d'intégrer une association qui s'appelle Énercitif, dont j'ai assisté à la première réunion lundi. Et en fait, c'est une association qui a pour but de créer une coopérative d'énergie citoyenne et dont l'objectif est de développer des projets photovoltaïques sur les toits parisiens. Donc c'est en partenariat avec la mairie de Paris notamment. C'est pas sur des toits parisiens en zinc bien sûr, mais c'est plutôt sur des toits de gymnase, sur des toits plats des arrondissements qui sont un petit peu externes, enfin pas le centre de Paris mais plutôt 19e, 20e, etc. Et dont l'objectif est que il va y avoir une campagne de financement participatif et chacun va prendre des actions de cette coopérative et va pouvoir permettre de créer de l'énergie propre à Paris. Avec toute une démarche un petit peu pédagogique aussi de réduction de la consommation d'énergie et pas uniquement de réduction de sa facture qu'ils sont en train et que je rejoins, de mettre en place notamment dans les familles en effet des HLM, etc., qui n'ont pas forcément cette démarche qui voit plutôt l'aspect financier mais assez peu le fait de réduire sa consommation. Donc c'est assez intéressant, je pense qu'il y a pas mal de potentiel, je vous en reparlerai je pense quand le financement participatif sera ouvert, mais c'est une chouette initiative voilà, en lien avec la volonté de la mairie de Paris et c'est très cool. Moi je voulais parler d'une web série en fait, mais je l'ai découverte via un DVD que j'ai acheté dans un parc. Guillaume, il est à côté de toi. Ça s'appelle Sideways. Et c'est des. Si je dis pas de bêtises, je me demande si c'est pas un couple qui part à la rencontre de projets citoyens très inspirants. Ça peut être tout et n'importe quoi sur des thèmes sur l'argent, sur de l'écologie. Voilà, il y a par exemple ils vont voir un mec à Berlin qui vit sans argent. C'est-à-dire qu'il a décidé de ne plus interagir avec l'argent. Et du coup, quand il prend le métro, il passe, il met une petite pancarte comme quoi il n'a pas de ticket et qu'il ne paiera jamais, que ce soit une amende ou ses impôts ou quoi. Et donc c'est assez étonnant. Et c'est quand même bien fichu parce que ça part je pense d'un projet entre guillemets plutôt amateur, et au fur et à mesure ils sont financés, chaque épisode est financé via une plateforme de financement participatif, et je trouve que le projet est cool. Ils partent en van, dans un petit Renault Trafic qui doit avoir 25 ans, et voilà, super chouette. Et je me disais qu'on pouvait vous l'offrir, Rosen. Enfin, te l'offrir. Là, j'y arriverai pas. Hein. Moi, je suis pas sûr. Ouais, non, c'est. Pour te remercier d'être venu. Je vais bien prendre pour le regarder parce que ça va inspirer. Voilà. Mais après. Mais le but, c'est justement, moi, quand j'achète des DVD, c'est plus. Avant, j'en achetais pour les avoir. Ouais. Maintenant, je les achète pour les regarder, puis les partager et les donner, et que ça circule et que ça se redonne. Donc après, je leur donne.
Voilà. D'accord. Pas à moi, du coup, parce que je l'aurais vu. Et que, du coup, il y a que quelques épisodes qui sont sur ce DVD, mais il y a d'autres épisodes sur leur site internet qui s'appelle donc Sideways. Et voilà, allez voir, c'est chouette, comme tout. Eh bien, je pense qu'on a fini. On voulait faire une petite rubrique, ce qu'on a un peu retenu de tout ce podcast, mais... C'est un thème qu'on maîtrise assez bien, je pense, donc peut-être que c'est pas pertinent là sur Voilà, celui-ci. oui, je pense qu'on a, on a abordé mais pas sur mal de d'autres choses. sujets où on aura des invités, peut-être dont on maîtrisera moins le thème, ça... Oui, non, en fait, c'était pas vraiment... Je veux pas parler pour le podcast, je voulais parler pour nous, mais parce que je pense pas que... Ah oui, tu veux qu'on cut ? Ok. Oui, non, mais on parce que gardera, c'est bien, c'est vivant. c'est génial. On n'est pas des machines. On peut éventuellement donner du coup les... Mais je pense qu'ils seront avec les liens du podcast, mais on peut donner des associations comme Zero Waste France où on peut retrouver plein d'informations sur ce qu'on a dit là-dessus. Donc on a parlé de tous les bouquins. Il y a aussi, on peut aller voir la page Facebook Rosen de Day by Day. Oui, faisons la pub. Voilà, mais pour voir un peu Oui. comment ça fonctionne et puis et pour ceux qui veulent se lancer, voilà, Internet va vous permettre de trouver très certainement où acheter en vrac près de chez vous. Et puis n'hésitez pas à aller voir aussi sur internet justement le site internet Day by Day, parce que moi je sais que quand j'ai commencé à connaître la boutique, je m'attendais pas en fait à ce qu'il y ait autant de diversité de produits dans ce magasin, et c'est vrai qu'il y a énormément de choix et ça peut aussi lever des barrières, de se dire je vais peut-être pas juste acheter des riz ou des pâtes, je peux acheter aussi plein d'autres choses que je ne peux pas peut-être trouver ailleurs, donc ça c'est super. C'est ça. On va pas le dire, mais quand même, on a un petit peu cherché notre appartement en fonction de la localisation du Day by Day. Carrément. Alors là... Non mais là où je te rejoins, Marion, c'est sur le... Enfin, il y a une autre chose, c'est que dans ta boutique, tu as des choses nouvelles, des fois, et il n'y a pas très longtemps, moi j'étais super content de pouvoir acheter la litière de mon chat et les croquettes pour mon chat, chose que jusque-là, c'était impossible de trouver, enfin j'avais jamais trouvé ailleurs. Mais voilà, donc ça c'est cool. Voilà. Merci. Même les animaux, Si ils peuvent participer. On parle des chats, ça rapporte des vues et des... pas des vues, mais des écoutes. Bon, en tout cas, encore un grand merci. Merci beaucoup. Rosen aussi, Merci à à tout vous, c'est sympa. Et Et bravo puis- à tous. Oh, merci. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Nous sommes formidables. Ouais. Voilà, c'était le premier épisode de Magma Terra consacré au zéro déchet. Et ben merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Parce que c'est assez long quand même. Tu vas couper. le monde. Ouais. Faut couper au bout d'un moment.